Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Opinion. Votre émission donc Opinion qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Souleymane Gueye Cissé. Souleymane Gueye Cissé, il est le secrétaire général adjoint par intérim de la Ligue démocratique. Il est aussi le secrétaire général de la Fédération de la LD à Rufisque. M. Cissé, bonjour. Georges, bonjour. Alors aujourd'hui, M. Cissé, l'actualité tourne autour du pétrole avec donc la signature de 2 contrats par l'État du Sénégal et la filiale multinationale Total qui donc doit exploiter le bloc offshore, Rufisque Offshore, à hauteur de 90% à côté donc de la société Petrosen qui détient donc 10% des parts. Alors une signature de convention qui fait couler beaucoup d'encre et de salive quand on sait que ce contrat a valu au ministre de l'Énergie son poste parce que, dit-on, il aurait refusé de signer ce contrat-là, arguant que le contrat n'arrangeait pas l'État du Sénégal. Alors, tout cela, comment voyez-vous tout cela? Bon, en fait, c'est une question qui est là. Le pétrole. Le pétrole, comme tout le monde le sait, a construit beaucoup de pays. Mais le pétrole aussi a détruit beaucoup de pays. Vu les intérêts que ça suscite au niveau mondial. Donc, quand ça existe dans un pays, il faut que le leadership soit averti. Il faut un leadership patriote qui peut faire face aux grands lobbies internationaux. Je crois que c'est extrêmement important quand on découvre du pétrole dans un pays. Je l'ai dit tantôt, le pétrole, si son exploitation est basée sur de bonnes négociations qui préservent les intérêts des supérieurs des pays dans lesquels c'est découvert, ce pétrole-là pourrait servir. Mais aussi, les produits tirés du pétrole, s'ils ne sont pas bien réinvestis, ça peut générer aussi une catastrophe pour un pays. Maintenant, s'il n'y a pas un leadership averti, avéré, ça peut générer, et comme ça se passe au Sénégal actuellement, avant même l'exploitation, des tiraillements qui peuvent quand même produire le contraire, freiner le développement du pays. Voilà, donc parlant même de ces tiraillements, on a vu le groupe African Petroleum qui est détenu par Frank Timis, qui était d'ailleurs premier attributaire de ce bloc offshore, Rufisque Offshore, qui a sorti un communiqué par le biais de son site internet le 3 mai dernier, disant que voilà, ce bloc lui appartient toujours, là où le Premier ministre qui est sorti hier seulement pour dire que non, son contrat a été résilié. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il y a un problème. Ceci dénote de la manière dont ce dossier-là est géré. Parce que c'est extrêmement important. Il fallait d'abord commencer par créer la transparence autour de ce pétrole-là. Signer des contrats clairs qui sont bien garantis par une commission issue de l'Assemblée nationale et que les informations soient bien partagées. Mais aujourd'hui, personne ne peut juger. Personne ne peut dire qui a tort ou qui a raison. Parce qu'on ne sait pas comment ça s'est déroulé. Le Premier ministre a dit que le contrat de Petroleum a été résilié depuis 2015. Je n'en sais absolument rien du tout personnellement. Et il y a peu de Sénégalais qui en savent. C'est ça que je veux dire. Alors, mais est-ce que si ce tiraillement continue entre Petroleum, African Petroleum et l'État du Sénégal, cela ne pourrait pas amener encore d'autres scandales? Tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est ce que j'ai dit tantôt. C'est-à-dire, il faut un leadership patriote averti, qui met au devant les intérêts du pays dans la transparence. S'il n'y a pas ça, tout peut arriver. Et actuellement, avec le pétrole, jusque-là, j'ai le regret de le dire, c'est le flou total. C'est le flou total. Alors cela ne donne plus pas raison à l'opposition qui jusque-là a dénoncé la manière dont le dossier pétrole est géré au Sénégal. L'opposition parle même de bradage de nos ressources pétrolières et gazières. Bon, je ne sais pas si l'opposition a raison ou a tort. Parce qu'actuellement, avec le pétrole, c'est le jeu des lobbies. Et les lobbies, on le défend aussi bien au niveau du pouvoir qu'au niveau de l'opposition. Dans les pays sous-développés, ces lobbies-là créent même des partis. Donc c'est pour cela que je vais être extrêmement prudent par rapport à ce dossier-là.
Prudent par rapport à ce dossier-là, mais là, vous ne pouvez pas être prudent par rapport au limogeage du ministre de l'Énergie. Est-ce que ce limogeage-là ne va-t-il pas créer ou s'aimer le doute dans l'esprit des Sénégalais? Je crois que le doute est dans l'esprit des Sénégalais. Dès lors que ce n'est pas clair dès le départ, dès lors que les Sénégalais ne détiennent pas toutes les informations, le doute ne peut ne pas être là. Vous, en tant que membre de la moisse présidentielle, vous devez en savoir quelque chose. Bon, en fait, le limogeage d'un ministre, je crois que ça, c'est de l'événementiel. Moi, je vais aller au-delà de l'événementiel. Quand les principes de base sont violés, ça peut générer beaucoup de choses, comme la démission d'un ministre, mais aussi pire, comme une exploitation à la défaveur du pays, du pétrole, comme une mauvaise utilisation aussi des produits générés par ce pétrole-là. Et ça, c'est beaucoup plus grave que le limogeage d'un ministre. Mais ne pensez-vous pas que l'État du Sénégal devait procéder à un appel d'offres pour savoir ou bien pour avoir le mieux-disant dans cette affaire-là? Tout ça, c'est la transparence. Quand il y a transparence, c'est des organes de gestion qui sont désignés de manière claire. La transparence, c'est des procédures aussi claires. Mais aujourd'hui, personne ne peut te dire comment c'est les organes qui gèrent le pétrole sont désignés. Personne ne peut te dire quelles sont les procédures de gestion de ce pétrole-là. Et ce que l'on appelle la non-transparence qui peut générer une catastrophe. Et pourtant, on avait mis sur place la Corse Gaz, c'est-à-dire la commission qui devait charger de gérer tout ce pétrole-là. Oh, la commission là, c'est la commission du président de la République avec ses hommes. Je regrette. Ah bon. Donc c'est le flou total autour de la gestion du pétrole, comme le dit l'opposition. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant, l'opposition le dit en bonne foi. Ou bien, c'est d'autres lobbies qui sont défendus, parce qu'en fait, il y avait Cosmos, Petrotim, et maintenant on disait que d'autres producteurs avaient des défenseurs dans le système. Total est là. On verra, est-ce que tous continueront à parler? On verra. Alors là, donc quand même parle d'une sorte de recolonisation avec l'arrivée en masse au Sénégal des filiales françaises. Non, ce n'est pas une sorte de recolonisation, c'est une recolonisation totale. Les banques appartiennent à l'étranger, les routes avec l'autoroute à péage appartiennent à l'étranger, l'exploitation du carburant a toujours appartenu à l'étranger avec la présence des firmes, et même l'étranger est en train de pénétrer le milieu scolaire sénégalais avec la vente du groupe ISM. Donc c'est une recolonisation totale de nos pays. Je crois que ce n'est pas une sorte. Il faut appeler un chat par un chat. Nous avons perdu notre indépendance depuis très longtemps. Et tout cela au grand dam du peuple sénégalais. Effectivement. Alors nous allons avancer donc pour parler donc du processus électoral. Vous êtes membre de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar. Alors une mouvance qui connaît beaucoup de remous, hein, comme vous êtes de la LD. Alors à l'image de beaucoup de partis qui sont membres de cette mouvance-là, comme je vais citer le PS, je vais citer l'AFP, je vais citer d'autres partis comme la LD, alors connaissent des problèmes. Alors cela est dû à quoi? Bon, en fait, nous connaissons des problèmes. Je crois qu'un parti, c'est comme un organisme humain. Les problèmes ne peuvent pas manquer. Mais je crois aussi qu'avec maintenant Benno Bokk Yakaar, c'est de plus en plus difficile. Et je crois que c'est plus lié à la nature de l'allié principal qui gère le pouvoir. Je crois que des alliés doivent se renforcer mutuellement. Les alliés ne doivent pas s'auto-détruire. Et là, je crois que ce n'est pas là, en fait, le bon comportement que nous avons, c'est-à-dire des alliés qui se soutiennent, qui s'appuient mutuellement. Deuxièmement aussi, il n'y a pas de règle d'alliance. Quand on parle d'alliance, je crois que c'est d'abord des espaces de dialogue, des espaces de discussion, des espaces de partage. Ce qui est fait doit être, en tout cas politiquement, discuté pour que vraiment tous les acteurs de cette alliance puissent parler de la même voix. Mais en fait, si c'est décidé ailleurs, les autres n'ont qu'à suivre. Je crois que dans les partis, tous les militants ne se comportent pas de la même manière. Et c'est à la source de difficultés. Vous parlez de coq en jambe ou bien des pots de banane que vous glissez peut-être l'allié principal? Oui, ça, moi je le dis, je l'ai toujours dit. Je crois que c'est une tactique de l'allié principal qui croit pouvoir vraiment grignoter partout au niveau de l'opposition, mais aussi au niveau de ses alliés pour s'agrandir. Maintenant, quand
ce parti-là s'agrandit, vous voyez aussi ce que ça produit. Ce sont des réunions avec des chaises qui s'envolent, des bancs qui s'envolent, des insultes, etc. Donc je crois que c'est le mélo total. Donc il y a une sorte de malaise au sein de Benno Bokk Yakaar. C'est un malaise au sein du pays. En général, maintenant, Benno Bokk Yakaar n'a pas existé en tant que coalition, c'est-à-dire quand je dis que Benno Bokk Yakaar n'a pas existé en tant que coalition, c'est-à-dire les organes ne sont pas bien définis, bien déterminés du sommet à la base. Il n'y a pas aussi des procédures qui régissent l'envie de vivre ensemble, c'est-à-dire comment nous allons être, quels sont les espaces de discussion, quels sont les espaces de dialogue, sur les actes politiques que nous allons poser, mais aussi sur les actes de gestion de l'État que nous allons poser. Je crois que le niveau de décision est là-bas et les partis sont de l'autre côté. Suivez et taisez-vous. Tout le monde ne peut pas l'accepter. Ça ne peut pas, comme je dis tout à l'heure, ça ne peut pas ne pas générer des difficultés. Et pourtant, la coalition résiste autant. Hein? La coalition résiste autant, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je vous donne le cas du Mali. Au Mali, ils étaient arrivés à regrouper l'ensemble des partis politiques. Un jour, ça a fait paf. Parce que toute chose connaît forcément une fin. Mais quelle fin? Si on regroupe tout le monde de cette manière, un jour ou l'autre, ça va faire paf. Et ça sera inévitable. Et pourtant, vous, au niveau de la LD, vous êtes cité parmi ce que certains appellent le Benno des 5. Le Benno des 5, je veux dire l'APR, le PS, l'AFP, la LD et le PIT. Donc, vous devez être bien servi. Je crois que la politique, quand j'entends ce mot-là servi, ça me donne quelques frissons et j'ai un peu mal. On ne fait pas de la politique pour être suivi. Moi, je veux continuer à faire la politique pour les raisons pour lesquelles j'étais entré en politique. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, des actes qui transforment radicalement la vie de mes concitoyens sont posés? Je crois que c'est ça la base, c'est ça le fondement. Et il faut discuter au sein de la coalition pour poser pour mettre en place un plan de développement crédible et inclusif qui emporte l'adhésion non seulement des partis de Benno Bokk Yakaar, des partis politiques, mais de tous les concitoyens sénégalais en général. Mais récemment, le chef de l'État a convoqué tous les leaders de Benno Bokk Yakaar dans un hôtel de la place pour discuter. C'est un grand show. Voilà, c'était un show pour vous? C'était un grand show. Pourquoi? En fait, il n'y avait pas de discussion. Le président a introduit, il a passé la parole au président de l'Assemblée nationale et les leaders de sous-coalition ont parlé, plus que quelques leaders, la séance est levée. Donc, ce n'était pas un espace de discussion ou de dialogue. Mais peut-être qu'avant les investitures, il doit y avoir dialogue entre les différentes composantes de Benno Bokk Yakaar et le chef de l'État. En tout cas, jusque-là, je ne vois pas d'espace de dialogue qui est défini. Et pourtant, vous avez décidé d'aller aux législatives avec la coalition Benno Bokk Yakaar, ou bien pour parler court, vous avez décidé de partir avec le chef de l'État. Effectivement, notre bureau politique a décidé de nouer alliance avec Benno Bokk Yakaar. Des négociateurs ont été désignés au sein de notre parti. Et je crois que si ce pool de négociateurs trouve des interlocuteurs en face, ils négocieront. Maintenant, nous avons convoqué un autre bureau politique le 20. Les résultats nous seront fournis. Est-ce que vous avez une idée du nombre de députés que vous voulez avoir au sein de cette coalition-là? Je crois que c'est une question assez simple. La LD est tantôt allée en coalition, tantôt la LD est seule. Et chaque fois que la LD est seule, en général, la LD a obtenu entre 3 et 4 députés en allant seule. En 2002, en coalition avec le PDS, dans le cadre de la CAP 21, la LD avait 7 députés. Et une coalition doit servir à ça, c'est-à-dire se fortifier. Donc, avec Benno Bokk Yakaar, la LD devrait espérer au moins une dizaine de députés. Mais moi, je dis, il y a un minimum quand même pour aller ensemble, et le minimum ne doit pas tourner, doit tourner au moins autour de ce que tu aurais si tu allais seul. C'est pas normal, c'est pas juste, mais au moins, comme minimum, quand même, moi je crois que ça pourrait passer. Mais n'oubliez pas qu'au sein de cette coalition-là, regroupe au moins une centaine de partis. Voilà, là en fait, c'est à nous d'être intelligents. Si la coalition regroupe une centaine de partis, et que
certains partis, en maintenant la coalition, risquent de ne pas être présents à l'Assemblée nationale, moi je crois que nous devons avoir l'intelligence de libérer certaines composantes pour que ces composantes-là aient seules. Et même le président doit savoir que ces composantes-là, ce qu'elles auront comme députés, elles ne les tireront pas de la majorité, mais de ce que devait avoir l'opposition. C'est une question d'intelligence politique. Mais est-ce que là, la LD, au cas où, par exemple, vos décisions ou bien vos souhaits ne seraient pas acceptés par le président de la République, serez-vous prêt à aller peut-être seul, faire cavalier seul aux législatives? Ça, je vous donne mon avis, moi, Souleymane Gueye. Moi, je dis que d'ici le 20, si nous n'avons rien... Le 20 mai. Le 20 mai. Si nous n'avons rien de clair, rien de concluant, la LD devra déposer sa liste. C'est mon point de vue. Ça reste mon point de vue, moi, Souleymane Gueye. En tant que secrétaire général adjoint par intérim? En tant que militant de la Ligue démocratique. Est-ce que vous vous préparez en conséquence alors? La LD est prête. L'autre jour, j'ai fait le tour du pays. J'étais à Fatick, j'étais à Koumpentoum, à Tamba, à Vélingara, à Kolda, à Sédhiou, à Nioro. La Ligue démocratique est prête pour aller seule aux élections. Ne craignez-vous pas, par exemple, de perdre des militants si jamais vous quittez Benno Bokk Yakaar pour faire cavalier seul? En politique, il ne faut pas craindre. Et Lénine disait, la politique c'est comme un train. À chaque gare, des passagers descendent, d'autres passagers montent. Je crois que ce qui est important, c'est la ligne du parti, c'est la dignité du parti, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et l'Assemblée nationale a besoin d'une bonne présence de la gauche historique. C'est pour cela que moi je crois et je continue à croire ferme que la Ligue démocratique doit planter le drapeau de la gauche historique. C'est une sensibilité, c'est un patrimoine national que les militants de la gauche doivent défendre, mais que chaque Sénégalais doit défendre, depuis le président de la République jusqu'aux citoyens lambda. Mais que faites-vous de l'appel lancé par le chef de l'État quand il vous a convoqué il y a quelques jours là, dans un hôtel de la place, je l'ai évoqué tantôt, pour vous appeler à l'unité et surtout menacer toute personne qui tenterait, ou bien toute entité qui tenterait de toute façon de faire cavalier seul ou de faire une liste parallèle? Effectivement, ce n'est pas un appel à l'unité, c'est une menace. Est-ce qu'on menace la Ligue démocratique? Un parti qui s'est battu dans le PAI pour donner l'indépendance à ce pays. Un parti qui s'est battu contre Léopold Sédar Senghor. Un parti qui s'est battu contre Abdou Diouf. Un parti qui s'est battu contre Abdoulaye Wade et qui a toujours triomphé. Est-ce qu'on peut menacer un parti pareil? Ces menaces n'ont aucun sens à mon niveau. Alors, parlons maintenant de votre parti de façon autonome. Hein. Je ne parle plus de Benno Bokk Yakaar. La démission de votre secrétaire général, je veux parler de M. Mamadou Ndoye. D'ailleurs, vous êtes devenu secrétaire général adjoint après votre camarade M. Nicolas Ndiaye, qui est secrétaire général adjoint par intérim aussi. Cette démission n'a-t-il pas créé un certain malaise au sein de la LD? Bon, en fait, une démission ne peut ne pas créer quelques malaises. Mais comme nous l'avons toujours dit, la Ligue démocratique n'a jamais été le parti de Massamba ou de Mademba. Et la preuve, Ndoye était le troisième secrétaire général après Babacar Sané, après Abdoulaye Bathily. Donc la LD, c'est un regroupement d'abord de militants. Ce n'est pas comme les partis que nous voyons aujourd'hui, le parti de tel ou le parti de tel ou le parti de tel. Mamadou Ndoye a démissionné. Et en démissionnant, il a dit qu'il ne peut pas être à la direction d'une ligne qu'il ne partage pas. C'est une leçon, c'est une position de grandeur, c'est une position de dignité. Et vraiment, permettez-moi de profiter de cet espace pour lui rendre un grand hommage. Il a été un grand homme en tant que syndicaliste, il a été un grand homme en tant que ministre, il a été un grand homme en tant que fonctionnaire international. Aujourd'hui encore, il sort par la grande porte. Est-ce que certains militants, ça, sa position, il ne peut pas diriger un parti ou bien avec une ligne à laquelle il ne croit pas? Vous ne pensez pas qu'il y a certains militants aussi de la LD qui pensent comme lui? Il y a énormément de militants qui pensent comme lui. Mais en fait, lui, il n'était pas à la même position que les autres. Lui, il est à la tête. Il doit aller négocier, il doit aller convaincre. Alors que pour convaincre, il faut être convaincu. Dès lors qu'on n'est pas convaincu, il serait malhonnête de sa part de vouloir diriger cette ligne. Je salue sa position, je salue son courage. En clair, il vous invitait donc à quitter le Benno Bokk Yakaar? Non. Quitter ou rester dans le Benno Bokk Yakaar ne s'est jamais posé et ça ne se pose pas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi?
Mais être dans Benno Bokk Yakaar, être dans le gouvernement, ne signifie pas que la LD doit aller ipso facto dans la liste de Benno Bokk Yakaar. La LD doit planter le drapeau de la gauche historique, comme je vous l'ai dit tantôt. Ça ne signifie pas quitter Benno Bokk Yakaar, et le débat de quitter ou de rester Benno Bokk Yakaar ne s'est pas encore posé dans le parti. Mais est-ce que vous ne voyez pas une certaine contradiction entre ce que vous venez de dire comme ça, que la LD doit planter le drapeau de la gauche historique? La LD, à ce que je sache, est membre de ce qu'on appelle la CDS, la Confédération pour la démocratie et le socialisme, qui milite en tout cas pour l'avènement de la gauche au pouvoir. Est-ce que cela n'est pas un peu contradictoire que vous deveniez du coup souteneur de Benno Bokk Yakaar ou bien souteneur du président Macky Sall? La LD n'est pas un parti souteneur et la LD ne sera jamais un parti souteneur. La LD est un parti qui existe autour d'un idéal de valeur, un idéal d'éthique, un idéal de politique, de développement, un idéal d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. La LD n'a jamais été un parti souteneur, la LD ne sera jamais un parti souteneur. C'est vrai que nous avons eu à nouer des alliances stratégiques pour des questions démocratiques, comme en 2000. L'alternance était un besoin, parce que la démocratie respire par les élections, mieux, la démocratie respire par le changement. En 2012 aussi, il y a eu une alliance stratégique qui nous a poussé vers ce Benno Bokk Yakaar. Mais l'idéal de la Ligue démocratique doit demeurer et demeure. C'est pour cela que, pour ne pas faire disparaître la Ligue démocratique, pour ne pas faire disparaître la gauche dans ce pays, les partis se développant et s'émancipant en plus en période électorale, pour toutes ces raisons-là, la Ligue démocratique doit planter le drapeau, doit planter son propre drapeau pour l'intérêt supérieur du pays, mais aussi pour que la gauche historique puisse continuer à survivre. Vous ne l'ignorez pas, beaucoup de jeunes ne connaissent plus ce que c'est que la LD, beaucoup de jeunes ne connaissent plus ce que c'est que la gauche. Donc, si nous continuons dans ce siège de coalition, nous risquons la disparition. Mais alors, on vous a toujours qualifié en tout cas de faiseur de roi. Maintenant, vous voulez devenir le roi. Nous serons le roi. On ne va pas vous devez devenir. Nous planterons le drapeau de la gauche historique et nous serons à la tête de ce pays pour une transformation radicale des conditions de vie de nos concitoyens. Nous voulons une Ligue démocratique debout, socle d'un Sénégal debout. C'est pour cela que nous méritons. Mais prendre le pouvoir n'est pas une fin en soi. Être dans un parti politique n'est pas une fin en soi. Nous méritons pour une transformation qualitative des conditions de vie de nos concitoyens. C'est pour cela que je vous dis ici et je vous affirme que la Ligue démocratique est aujourd'hui plus que jamais debout pour prendre le pouvoir, pour faire renaître l'espoir dans ce pays, pour transformer les conditions de vie de nos concitoyens. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour parvenir à ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Vous savez, Georges, il y a peu de partis qui ont un maillage national parfait. La Ligue démocratique est présente dans l'ensemble des contrées du pays. La Ligue démocratique a ses cadres dans l'ensemble des contrées du pays. La Ligue démocratique a un moteur qui lui permet de satisfaire ses ambitions. Mais est-ce que vous travaillez de concert avec les autres partis de la gauche pour véritablement arriver à l'avènement de la gauche historique, comme vous le dites? C'est ce qui justifie l'existence de la CDS. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un appel fort pour que cette gauche historique, structurée en termes de partis, puisse se réunir. Mais aussi pour que le peuple de gauche puisse se regrouper autour aussi des conclusions des assises nationales que nous avons partagées et que nous avons aujourd'hui tendance à oublier. Mais est-ce que la fédération de ces forces de gauche-là ne sera pas bloquée par le fait qu'il y a une partie de la gauche qui est au pouvoir et une autre qui est dans l'opposition? Bon, en fait, ça, c'est de l'événementiel. Nous n'avons pas milité pour 3 mois. Les élections législatives, dans 3 mois, on n'en parlera plus. Même les élections présidentielles, dans 2 ans, on n'en parlera plus. Nous militons pour un idéal. Et on avait l'habitude de dire que l'unité est le stade suprême de la division.
Et aujourd'hui, nous pouvons noter que la gauche est suffisamment divisée, éclatée, jusqu'à être dans deux camps. Donc, c'est ce moment-là qui est le moment de l'unité. Parce que si l'unité ne se fait pas, la gauche risque de disparaître en tant qu'entité qui a été le moteur de la chose politique au Sénégal. On a vu parfois la LD prendre par exemple le contre-pied du président Macky Sall, le président de l'APR, le président de Benno Bokk Yakaar sur certaines questions. Est-ce que là, véritablement, vous avez fait l'évaluation de votre compagnonnage jusque-là? Ça, c'est la Ligue démocratique. Je vous rappelle. En 2003, nous étions dans le gouvernement de Abdoulaye Wade. En 2003, la LD réclamait la DPU, la direction politique unifiée. Cette Ligue démocratique-là n'a pas changé et ne peut pas changer. Être ensemble ne veut pas dire taisez-vous, broutez, suivez. Toutes les questions de gestion doivent être discutées. Et une fois que c'est discuté, en portant l'adhésion de tout le monde, en ce moment-là, tout le monde devra parler de la même voix. Mais si c'est comme l'acte 3 de la décentralisation, paf, le magicien sort une loi qui s'appelle Code général des collectivités locales. Où ça a été conçu? On ne sait pas. Comment ça peut apporter mon adhésion? Paf, on appelle un cabinet, le magicien sort ce que l'on appelle le PSE. Où est-ce que paf, on nous sort 10 points pour le référendum. On nous dit maintenant, taisez-vous et contentez-vous de ce qu'on vous donnera. Ça, c'est ce que j'appelle une attitude compromissionniste. La Ligue démocratique n'est pas un parti compromissionniste. Si on veut être ensemble, nous devons discuter, partager, aller au fond ensemble. Mais si vous n'êtes plus, vous avez émis certaines critiques tout à l'heure, que vous avez parfois partagées au cours de vos réunions du secrétariat exécutif permanent. Mais alors, qu'est-ce qui vous maintient dans cette coalition Benno Bokk Yakaar alors? Est-ce qu'il y a des débats au niveau du secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar? Nous sommes dans la coalition jusqu'à aujourd'hui. On a un ministre, on a des députés. Nous travaillons pour les Sénégalais. Le parti n'a pas encore discuté de ça, n'a pas encore pris soit la décision de rester ou de sortir. Mais ça ne manquera pas le moment où nous discuterons de ça. Nous ferons le bilan et une décision sera prise, soit de rester ou de sortir. Tout juste que le parti n'a pas encore discuté. Le parti n'a pas discuté, compte en discuter quand, après les élections législatives peut-être? Je ne sais pas quand est-ce. Pour l'instant, c'est les élections législatives. C'est un événement qui est là. Personnellement, je ne suis pas concerné parce que je n'ai aucune envie de devenir député. Après les élections, comme notre secrétaire général est parti, nous devrons préparer notre congrès. Et ce congrès, peut-être, sera l'occasion de discuter de ça, des politiques du gouvernement, de notre adhésion, oui ou non, de la position adoptée et de nos tactiques et stratégies futures. Et moi, je le dis ici, personnellement, je crois que la LD doit poser sa candidature aux élections législatives. La LD doit poser sa candidature aux élections présidentielles de 2019. Ah bon, ça veut dire que vous allez avoir un candidat à la présidentielle de 2019? Si ça ne dépendait que de moi, Souleymane Bézizi. Maintenant, je suis un militant, je continuerai dans le parti à défendre mes positions. Vous êtes un militant, mais vous êtes le secrétaire général adjoint par intérim, donc votre voix compte. À la Ligue démocratique, toutes les voix sont égales. Toutes les voix sont égales? Oui. Mais pas celles d'un simple militant? Nous sommes un parti démocratique. Nous avons des organes et les décisions seront prises à travers ces organes. Dans ces organes, toutes les voix sont égales, toutes les voix ont toujours été égales dans la Ligue démocratique. Alors, à quand l'élection d'un nouveau secrétaire général après la démission de Ndoye? Bon, en fait, ce que je vous ai dit, après les élections législatives, certainement un congrès sera programmé. Maintenant, la date n'est pas encore fixée, la période n'est pas encore fixée. Mais même si Ndoye était resté, son mandat allait se terminer en 2017. Donc, avant la fin de 2017, certainement, le parti devra aller en congrès. Il n'y a pas vraiment à se presser. Les organes fonctionnent normalement en attendant la date du congrès. Votre camarade Abdoulaye Bathily a pratiquement disparu de la scène politique. Il n'a pas disparu. Il a pris sa retraite politique. Il a pris sa retraite politique. Et pour ça aussi, c'est une leçon. Abdoulaye Bathily est un grand monsieur. Moi, c'est ma référence politique. Il a été un grand homme politique. Il a porté
depuis sa prime jeunesse, énormément de combats. Il faut savoir aussi quitter le plateau pendant qu'il est temps. Abdoulaye Bathily aussi, en quittant, a eu conscience qu'il a formé des plus jeunes. Il a eu conscience qu'il a aussi laissé un parti solide qui pourrait lui survivre. Donc, c'est pour cela, en fait, qu'aujourd'hui, qu'il est en train de jouir vraiment d'une retraite paisible, méritée. Parce que c'est un grand homme politique, c'est un grand Africain. Il reste quand même, après tout, un militant de la LD. Effectivement. Abdoulaye Bathily reste un grand militant de la Ligue démocratique. Alors, une nouvelle coalition de l'opposition vient de voir le jour, une coalition qui s'appelle Coalition Manko Taxawu Sénégal. Alors, ça vous rappelle quelque chose? Ça me rappelle beaucoup de choses. Comme quoi? En 2000, nous avons fait partir un pouvoir pour faire la même chose que ce que ce pouvoir faisait, ou pire. En 2012, nous avons fait partir un pouvoir pour faire ce que ce même pouvoir faisait, ou pire. C'est la politique du haut toit que je m'y mette. L'opposition se regroupe pour faire partir. Faire partir pour refaire la même chose. Pourquoi que celui qu'on a fait partir. Pourquoi vous dites, je suis en train de ça. Vous ne pouvez pas présager ce qu'ils vont faire quand même? C'est évident. Qu'est-ce qui lie ses alliés? Qu'est-ce qui les lie? Moi, je comprends que les partis qui étaient autour des assises, ou bien les militants qui étaient autour des assises, qui sentent que ces conclusions des assises ont été trahies, que ces militants-là, que ces partis se regroupent autour de ces conclusions-là, autour d'un objectif clair. Parce que ces partis-là partagent des valeurs. Et des gens qui ne partagent absolument rien du tout, qui veulent faire partir quelqu'un, ils se regroupent, ça va générer encore pire. C'est pour cela que je dis, Benno Bokk Yakaar contre Manko Taxawu Sénégal, un combat âpre pour générer le pire. C'est ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de lire. Mais pourtant, la coalition à laquelle vous appartenez, je vais parler de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, vous ne partagez pas les mêmes idéaux politiques, ni les mêmes convictions. Et pourtant, vous êtes ensemble depuis 5 ans. Peut-être c'est ce qui crée ces problèmes que vit Benno Bokk Yakaar. Mais nous devions partager, parce que nous étions tous des composantes issues des assises nationales. Et si nous avions appliqué correctement les conclusions des assises nationales, on ne connaîtrait pas aujourd'hui de soubresauts, on ne connaîtrait pas aujourd'hui de problèmes. Si on s'était auto-soutenu, on ne connaîtrait pas aujourd'hui ces problèmes. Mais je suis à pair, il faut que le maire de Dakar soit issu de mes rangs. Ça ne peut pas ne pas créer des problèmes. Alors, vous avez dit la coalition Benno Bokk Yakaar, elle est certes solide, mais vous avez en face de vous une coalition qui regroupe quand même des grands ténors de l'opposition sénégalaise. Je vais citer le PDS, je vais citer le Rewmi, je vais citer le grand parti de Malick Gakou, je vais citer le Bokk Gis Gis de M. Pape Diop, Manko Tekki de Mamadou Lamine Diallo, etc. Une dizaine de partis. Alors, cela ne vous fait pas un peu peur au niveau de la mouvance présidentielle? En France, le Parti socialiste est un grand parti. Le Parti républicain de Filon est un grand parti. Qui sont sortis? C'est Macron qui n'a pas de parti. Et c'est des regroupements pareils qui créent des Macron. Parce que il n'y a pas de lisibilité au niveau du peuple. C'est pour cela que je reste convaincu que la Ligue démocratique doit planter le drapeau de la gauche historique adossé aux conclusions des assises nationales pour que le peuple sénégalais ait un minimum de lisibilité. Le problème, vous parlez toujours des conclusions des assises nationales, et pourtant, le problème, c'est qu'il y a une partie des signataires des assises nationales qui se trouvent dans l'opposition et une autre qui se trouve aujourd'hui dans le pouvoir. Et le président, vous l'avez déjà dit, qu'il allait choisir ce qui lui conviendrait dans ces conclusions-là. C'est ça le grand problème. En fait, nous avons fait les assises nationales. Il y a eu de très bonnes conclusions qui devraient être approfondies et appliquées. Je crois que c'est une bonne ligne de convergence. Mais je crois que le président de la République avait un rôle fondamental à jouer dans ça. Et je regrette de le dire,
le président Macky Sall n'a pas joué le rôle qu'il devait jouer. Le président Macky Sall a manqué de respect à ces conclusions-là. Et aujourd'hui, ça crée cette débandade qui ne signifie pas que les conclusions ne sont pas bonnes. Il faut savoir repartir pendant qu'il est temps. Quel rôle devait-il jouer, par exemple? Je crois que les conclusions des assises devaient être appliquées. En 2012, nous étions portés par ces conclusions-là. Et si Benno Siggil Sénégal n'avait pas éclaté, Macky ne serait pas président. Et Benno Siggil Sénégal était créé autour de ces conclusions-là. Le président Macky Sall, quand il a quitté le gouvernement, il a signé ses conclusions. Il a signé, il a donné son accord pour appliquer les conclusions de ces assises. Donc, on devait en faire une bréviaire dès le départ. Et on a attendu 2 ans, on a tergiversé, après on a débouché sur un référendum qui dévoie complètement les conclusions de ces assises nationales. Et là, nous avons toujours un régime présidentiel extrêmement fort. Et comme on avait eu à le dire, c'est là la source des problèmes en Afrique. Parce que dans la démocratie africaine, il n'existe qu'un seul point, la présidence de la République. À partir de ce point, on a tout le gouvernement, on a l'Assemblée nationale, on a les collectivités locales, mais même le développement ou l'existence des entreprises privées dépend de ce point. C'est pour cela qu'à la veille des élections présidentielles en Afrique, il y a des remous, il y a des secousses qui peuvent générer même un éclatement du pays. C'est pour cela que les assises avaient préconisé un régime parlementaire avec un éclatement du pouvoir. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous sommes en face d'un régime présidentiel renforcé, ce qui signifie que le président Macky Sall a complètement dévoyé les conclusions des assises. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Je lui lance un appel vraiment pour revenir sur tout ça. Il est jeune, il est toujours président. Nous devons en discuter et repartir sur de nouvelles bases. Et ce qui permettrait à tous ces partis aussi de rester dans Benno Bokk Yakaar. Mais est-ce qu'à l'occasion de vos rencontres avec le chef de l'État, qui est votre allié après tout, est-ce que vous faites ces critiques, vous formulez ces critiques ou bien ces suggestions pour qu'il revienne par exemple à ces conclusions-là? Justement, il n'y a pas d'espace de rencontre et de dialogue. On ne sait pas où poser le problème. C'est là le grand problème. Vous pouvez le poser au sein de vos instances. Nous l'avons posé au sein de nos instances. Nous avons toujours posé au sein de nos instances. Mais je dis, au niveau de Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas d'espace de dialogue, de négociation. Par exemple, avec l'acte de la décentralisation, en tout cas, moi, je n'ai pas connu d'espace où il y a eu des discussions autour de ces modifications de la loi sur la gestion des collectivités locales. Avec le PSE, je ne connais pas l'espace politique dans lequel il y a eu une discussion. Au niveau du référendum, je n'ai pas vu d'espace politique de discussion. Donc, je n'ai pas vu d'espace de discussion. Mais finalement, sur quoi repose alors la longévité de cette coalition présidentielle à laquelle vous appartenez? La Benno Bokk Yakaar repose essentiellement sur le pouvoirisme, si vous voulez mon avis. Le pouvoirisme, c'est-à-dire certains militants tiennent coûte que coûte à conserver leur estampillage. Et ça ne peut pas manquer de faire peur. Parce qu'on ne fait pas la politique pour la position de Massamba ou de Mademba. On fait la politique pour le bon devenir de notre nation. Vous voulez dire qu'après les élections législatives peuvent créer, en tout cas, les frustrations au sein des investitures peuvent amener peut-être l'implosion de cette coalition-là? L'implosion est imparable. Même si Benno Bokk Yakaar gagnait les élections législatives, même si Benno Bokk Yakaar gagnait les élections présidentielles, rappelez-vous que Macky n'est pas candidat en 2024. Dans cette hypothèse, au lendemain des élections présidentielles de 2019, ce sera l'implosion. Je ne dis pas au niveau de Benno Bokk Yakaar, mais de l'APR. Ça, c'est imminent, c'est inévitable. Comment on peut suivre un parti qui va de manière claire, imminente, imploser? Là, en fait, nous ne vivons que les prémices. Ce qui est grave, est-ce que vous ne trouvez pas quand même dangereux ou bien grave ou alarmant qu'au moment où l'opposition s'organise à une coalition, à une vaste coalition, vous, au niveau de Benno Bokk Yakaar et même au niveau de la tête, on a l'impression que le poisson au sein de votre coalition commence à pourrir par la tête?
avec ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'APR? Bon, là, c'est normal. Pour qu'il connaisse la manière avec laquelle l'APR est née. L'APR est née 2 ans après les élections de 2012. L'APR n'a pas eu le temps de devenir un parti. C'est le président Macky Sall qui existe. Mais l'APR n'existe pas en tant que parti. Et tout le monde aujourd'hui est militant authentique de l'APR. Parce que le militant authentique le plus ancien n'a pas plus de 7 ans dans le parti. Donc, la dislocation de l'APR prend ses sources dans sa naissance. L'APR est née comme ça. L'APR disparaîtra comme ça. On n'y peut rien. C'est une donne politique. C'est une donne politique et pourtant vous restez toujours avec la coalition dirigée par l'APR. Bon, en fait, je crois que nous allons réfléchir. Je crois que tout un chacun va ouvrir l'œil et regarder l'avenir, analyser l'avenir, faire des analyses politiques correctes. Mais dans l'APR, vous le voyez bien, il y a déjà au moins 5 candidats à la succession de Macky en 2024 qui vont commencer leur campagne au lendemain des élections présidentielles de 2019. Donc l'APR va difficilement gérer le pays si elle remporte la victoire en 2019. Ce qui est bien possible. Mais l'essentiel, pour sauver notre pays, nous devons prévenir tout ça, parer à tout ça. Et je crois que la gauche a un rôle fondamental à jouer. Et même la gauche qui est dans Benno Bokk Yakaar a un rôle fondamental à jouer. C'est pour cela que moi, je ne plaide pas pour la sortie de Benno Bokk Yakaar, mais je suis pour une gauche forte qui joue son rôle dans Benno Bokk Yakaar. Ça pourrait aider le président Macky Sall, ça pourrait sauver l'APR, mais partant, ça pourrait sauver le pays. Mais en fait, être là ou là-bas, ce n'est pas le fondamental. Le fondamental reste dans le devenir de notre pays. Alors, le souhait de l'opposition, ou bien son objectif, cette opposition dont on a parlé tout à l'heure, qui s'est réunie en coalition, c'est d'imposer la cohabitation au président Macky Sall à l'issue des élections locales législatives de 2017, donc dans 2 mois. Est-ce possible? Moi, je ne crois pas à cette opposition qui va bientôt s'éclater. C'est un regroupement d'intérêts. Il ne faut pas que les gens se regroupent parce qu'ils sont fâchés. Ils se regroupent parce qu'ils veulent faire partie de quelqu'un. Ils se regroupent parce qu'ils ont la haine à l'endroit de quelqu'un. Donc, et ce que je vois avec cette opposition-là, donc moi, en fait, je n'accorde pas beaucoup de crédit à leur alliance. Et dans les pays sous-développés, c'est difficilement que l'on arrive à battre un parti au pouvoir lors d'élections législatives. Parce que les élections pour lesquelles les populations ne vont pas comme il le faut aux urnes. Le grand moment reste l'élection présidentielle. C'est l'élection qui mobilise. On peut regarder les archives. Et cette opposition-là ne peut pas aller ensemble aux élections présidentielles parce que chacun croit que c'est lui le chef. Donc vous ne croyez pas à une possible cohabitation? Il n'y aura pas de cohabitation. J'en suis sûr et certain. Alors, que pensez-vous maintenant de cette doléance de l'opposition qui continue toujours à réclamer le départ du ministre de l'Intérieur pour une bonne organisation, une bonne tenue des élections législatives? Moi, je dis, ce que nous avions défendu, ça fait 10 ans, 20 ans, nous continuons à le défendre. Effectivement, le ministre de l'Intérieur ne doit pas avoir ce niveau d'implication dans les élections. Parce qu'il appartient à un parti politique. C'est un maire d'une commune, il ne peut pas piloter les élections. Moi, je ne parle pas du départ du ministre de l'Intérieur. Mais en tout cas, l'organisation des élections doit être confiée à un organe indépendant. Nous nous battons pour des principes et nous continuons à nous battre pour les principes pour lesquels nous sommes toujours battus. Le président Wade l'avait fait en désignant un ministre, carrément un ministre chargé des élections. Pourquoi pas cette fois-ci? Voilà, on l'avait forcé. Maintenant, cette opposition-là, est-ce qu'elle fait de l'opposition? Moi, je ne sais pas. Mais est-ce que ce n'est pas à vous, par exemple, de raisonner vos alliés de l'APR pour qu'effectivement qu'on en arrive à ce que Wade avait réussi à faire? Nous, Ligue démocratique, en tout cas, une bonne fois de la Ligue démocratique, nous continuons à dire à Macky ce que nous devons lui dire. Je suis là.
Et je porte sur ce plateau ce combat. Je n'ai pas tergiversé pour vous répondre. Abdoulaye Daouda Diallo ne doit et ne peut pas organiser les élections. Il peut rester de l'intérieur. Mais pour que la confiance se crée, il faut un organe assez indépendant. Ça donne de la lisibilité démocratique. Nous émettons nos idées. Maintenant, si l'opposition avait joué son rôle ou avait les capacités de jouer son rôle, aujourd'hui, on ne serait pas là. Mais c'est une opposition... Son rôle, serait quoi pour vous? Son rôle, c'est de se battre. Ils sont en train de se battre. Ils ne se battent même pas. Est-ce qu'il existe en tant qu'opposition? Ça même, j'en doute. Il y a beaucoup de fanfaronnades. Il y a beaucoup d'oppositionnement. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement sur le terrain? L'autre jour, pour exister, ils étaient obligés d'aller se cacher derrière Y'en a marre. Donc, ce n'est pas une opposition en tant que telle. Et l'opposition au Sénégal, c'est la gauche historique. Nous savons comment lutter. Nous savons comment organiser la lutte. Et le moment venu, nous organiserons la lutte. Et pourtant, vous n'êtes jamais arrivé au pouvoir. C'est ça qui est curieux. Bon, en fait, c'est la nature de la démocratie. Parce que nous sommes dans un pays démocratique. Donc, l'argent joue un rôle capital au niveau des élections. Et les candidats apparaissent suivant l'ordre de leur bourse. Et la gauche n'a jamais été une entité d'argent. C'est ce qui explique notre position. Parce que pour nous, il faut convaincre le citoyen. Mais le jour des élections, donner des 2 000, des 3 000, des 10 000, des 4 000, et de la corruption, je crois que ça, si on le faisait, nous ne serions plus la gauche. On ne peut pas aller plus vite que son peuple. Nous devons retrousser nos marches et continuer la conscientisation. Et aujourd'hui, c'est propice. Avec l'avènement d'Internet, de Facebook, de la multiplication des radios, des télévisions, malheureusement, la gauche, quand même, il faut l'avouer, est en train de baisser les bras au moment propice. C'est ce qu'il faut éviter. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous devez changer le fusil d'épaule, étant donné que vous avez adopté une certaine posture, vous avez adopté une certaine idéologie qui, depuis le 1960 à nos jours, n'a pas encore porté ses fruits, puisqu'on n'a pas encore vu un candidat à la gauche arriver à la magistrature suprême. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme tout le monde, comme les autres partis le font, pour accéder à la magistrature suprême? Accéder à la magistrature suprême n'est pas une fin en soi. La gauche doit accéder à la magistrature suprême pour des transformations radicales. Si je fais la politique de l'argent pour arriver au pouvoir, une fois au pouvoir, je vais continuer avec les caisses de l'État. Donc autant ne pas arriver au pouvoir. Autant rester donc toujours dans l'opposition et être faiseur de roi. Mais c'est très grave d'être l'auteur de la destruction de son pays. L'État, c'est quoi? L'État, ce sont les impôts. Les impôts, c'est quoi? Ce sont des 200 francs de la maman qui se réveille à 4 h du matin pour aller vendre du poisson. Je suis ministre. Et je me dis que j'ai plus besoin de cet argent qu'elle. C'est extrêmement grave. Il ne faut pas vouloir de cet argent-là. Alors la gauche, vous êtes connu pour des combattants, des gens qui se battent contre l'injustice. Au moment où nous parlons, le maire de Dakar est entre les lions de la détention. Alors pourtant, on n'a pas entendu jusque-là la gauche dénoncer ce fait-là. Et d'aucuns estiment qu'il est juste emprisonné pour ses ambitions politiques. Le jour où Khalifa Sall a été mis en prison, j'ai dit dans un post Facebook que le général de Gaulle disait: on ne dira jamais que moi, général de Gaulle, j'ai mis Jean-Paul Sartre en prison. Vu ce que représente Jean-Paul Sartre dans la France d'alors, comment on peut mettre en prison le maire de la ville de Dakar, le maire de la capitale du Sénégal? C'est extrêmement grave. C'est extrêmement dangereux pour la démocratie sénégalaise. Et rien n'empêchait de le laisser en liberté provisoire, ne pas fuir, d'aller au procès. Si on suppose qu'il a eu à commettre des infractions ou des délits. Mais ce qui est fait avec Macky Sall,
c'est un acte politiquement ignoble, politiquement inacceptable. Je l'ai dit dès le premier jour, et tout élément de la gauche conséquent, voici ce qu'il te dira. Donc vous convenez avec l'opposition et avec même les partisans de M. le maire, Khalifa Sall, qu'il a été détenu juste parce qu'il veut devenir... il a battu la coalition Benno Bokk Yakaar à laquelle vous appartenez ici à Dakar et que, bon, véritablement, peut-être, probablement aux législatives, il va encore gagner la capitale. Tout juste, nous ne le disons pas conformément à l'opposition, nous le disons conformément à nos principes pour lesquels nous faisons de la politique. Donc vous militez donc pour la libération du maire de Dakar. Khalifa doit être libéré immédiatement et nous exigeons sa libération immédiate. Sur ça, il ne faut même pas transiger. Ce n'est pas une bonne manière de faire la politique. Mettre les gens en prison parce qu'on a peur de les voir candidats, c'est ignoble, cette manière de faire la politique. Et il faut rappeler Pharaon qui voulait tuer tous les enfants pour qu'ils ne soient pas remplacés. Il faut lui demander. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que votre parti connaisse des problèmes comme l'AFP, comme le PS, qui ont complètement implosé en 2 ou 3 morceaux? On verra que l'ALD est un grand parti. L'ALD est un grand parti. On ne peut pas détruire la Ligue démocratique. Comme Sphinx, l'ALD va réapparaître au grand jour. Mais time will tell, le temps nous dira. Il nous reste encore quelques minutes. Alors, nous allons donc parler de la présidentielle française qui se déroule aujourd'hui, même dimanche, avec 2 candidats. Alors, si vous étiez français, pour qui allez-vous voter? Je ne voterai jamais pour Marine Le Pen. Le Front National, c'est le racisme. Le Front National, c'est le nombrilisme. Et vous avez entendu le Frexit, comme le Brexit, comment on l'invoque Marine Le Pen. Et le Front National, c'est le désordre mondial. Donc, si j'étais français, je ne voterais jamais Marine Le Pen. Et nous appelons le peuple français à voter pour Emmanuel Macron. Et il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il faut éviter vraiment que... De toute façon, Macron bénéficie quand même du soutien de beaucoup de personnalités françaises. Non, Macron va gagner, je n'ai pas de doute. Je ne crois pas, je ne vois pas la France mettre Marine Le Pen à la tête du pays. C'est la France en dehors de l'Union européenne. Vous savez, la France est aujourd'hui la nation la plus cosmopolite, la plus hétérogène. Les Français de souche sont minoritaires. Dans un pays pareil, élire un nationaliste, c'est créer la catastrophe. Donc la France ne peut pas élire Marine Le Pen. Regardez l'équipe de la France. Descendez à Paris, immédiatement vous voyez toutes les nationalités. Et c'est tous des Français. Alors ce qui est arrivé en France, c'est un cas assez intéressant. On a vu que les partis historiques comme la droite et la gauche, aucun de ces partis-là n'est arrivé au second tour. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque part la faillite de la classe politique? Oui, c'est un phénomène mondial. En fait, il y a une certaine manière de faire la politique qui est en train d'être dépassée. On a l'impression que les citoyens du monde sont à la recherche d'autres choses. Donc la chose politique doit être réinventée, mais le parti politique classique, tel que ça a fonctionné, est aujourd'hui à rude épreuve. Il faut le constater. Alors ce qui est arrivé en France peut-il arriver au Sénégal en 2019? Bon, en fait, au Sénégal, tout peut arriver. Qu'on voit un certain Macron comme ça qui émerge, qui n'est pas... Jusque-là, quand même, vu le niveau de conscientisation des masses, vu le niveau d'alphabétisation, jusque-là, quand même, les appareils politiques jouent un rôle prépondérant dans cette élection. Parce qu'autour des centres d'électeurs, c'est les grands électeurs qui sont dans le quartier, ce sont les imams, etc. et tout. Est-ce qu'il y a un mouvement de conscientisation assez fort pour amener le Sénégal à ce niveau? J'en doute. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. Mais parce que là, on a vu que les personnalités indépendantes commencent à émerger petit à petit. On les a vus dans l'Assemblée nationale, dans l'histoire actuelle. Cela donc peut bien arriver au Sénégal. Bon, les personnes indépendantes ont aujourd'hui entre 2 et 3%. Jusque-là, ce sont les appareils politiques et les moyens financiers de celui. Maintenant, il ne faut pas exclure demain que même au Sénégal, un trafiquant de drogue vienne avec beaucoup de milliards pour prendre le pays. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les moyens financiers sont déterminants en matière d'élection au Sénégal. Et le lobby aussi joue aujourd'hui un rôle important dans les élections. Les élections passées, vous avez vu dans le pays
un matériel extraordinaire que vous n'avez pas revu après les élections. Des sonos, etc. et tout, que vous avez vu ici. Il faut le dire, ce matériel-là appartenait à Bolloré, qui a débarqué, qui a élu un président et qui est reparti. Donc tout peut arriver. Voilà, votre émission Opinion, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à M. Souleymane Gueye Cissé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint par intérim de la Ligue démocratique. Vous êtes aussi le président, le secrétaire général de la fédération de la LD à Rufisque. Merci à l'équipe technique qui m'avait accompagné, Cheikh Tidiane Ndiaye et Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end, excellent dimanche à vous. Merci. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Opinion. Je vous remercie, M. Diop. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Opinion. Votre émission, donc, Opinion, qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Souleymane Gueye Cissé. Souleymane Gueye Cissé, il est le secrétaire général adjoint par intérim de la Ligue démocratique. Il est aussi le secrétaire général de la fédération de la LD à Rufisque. M. Cissé, bonjour. Georges, bonjour. Alors aujourd'hui, M. Cissé, l'actualité tourne autour du pétrole avec donc la signature de 2 contrats par l'État du Sénégal et la filiale multinationale Total qui donc doit exploiter le bloc offshore, Rufisque Offshore, à hauteur de 90% à côté donc de la société Petrosen qui détient donc 10% des parts. Alors une signature de convention qui fait couler beaucoup d'encre et de salive quand on sait que ce contrat a valu au ministre de l'Énergie son poste parce que, dit-on, il aurait refusé de signer ce contrat-là, arguant que le contrat n'arrangeait pas l'État du Sénégal. Alors, tout cela, comment voyez-vous tout cela? Bon, en fait, c'est une question qui est là. Le pétrole. Le pétrole, comme tout le monde le sait, a construit beaucoup de pays. Mais le pétrole aussi a détruit beaucoup de pays. Vu les intérêts que ça suscite au niveau mondial. Donc, quand ça existe dans un pays, il faut que le leadership soit averti. Il faut un leadership patriote qui peut faire face aux grands lobbies internationaux. Je crois que c'est extrêmement important quand on découvre du pétrole dans un pays. Je l'ai dit tantôt, le pétrole, si son exploitation est basée sur de bonnes négociations qui préservent les intérêts supérieurs des pays dans lesquels c'est découvert, ce pétrole-là pourrait servir. Mais aussi, les produits tirés du pétrole, s'ils ne sont pas bien réinvestis, ça peut générer aussi une catastrophe pour un pays. Maintenant, s'il n'y a pas un leadership averti, avéré, ça peut générer, et comme ça se passe au Sénégal actuellement, avant même l'exploitation, des tiraillements qui peuvent quand même produire le contraire, freiner le développement du pays. Voilà, donc parlant même de ces tiraillements, on a vu le groupe African Petroleum, qui est détenu par Frank Timis, qui était d'ailleurs premier attributaire de ce bloc offshore, offshore, qui a sorti un communiqué par le biais de son site internet le 3 mai dernier, disant que voilà, ce bloc lui appartient toujours, là où le Premier ministre qui est sorti hier seulement pour dire que non, son contrat a été résilié. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il y a un problème. Ceci dénote de la manière dont ce dossier-là est géré. Parce que c'est extrêmement important. Il fallait d'abord commencer par créer la transparence autour de ce pétrole-là. Signer des contrats clairs qui sont bien garantis par une commission issue de l'Assemblée nationale et que les informations soient bien partagées. Mais aujourd'hui, personne ne peut juger. Personne ne peut dire qui a tort ou qui a raison. Parce qu'on ne sait pas comment ça s'est déroulé. Le Premier ministre a dit que le contrat de Petroleum a été résilié depuis 2015. Je n'en sais absolument rien du tout personnellement. Et il y a peu de Sénégalais qui en savent. C'est ce que je veux dire. Alors, mais est-ce que si ce tiraillement continue entre Petroleum, African Petroleum et l'État du Sénégal, cela ne pourrait pas amener encore d'autres scandales? Tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est ce que j'ai dit tantôt. C'est-à-dire, il faut un leadership patriote averti, qui met au devant les intérêts du pays dans la transparence. S'il n'y a pas ça, tout peut arriver.
Et actuellement, avec le pétrole, jusque-là, j'ai le regret de le dire, c'est le flou total. C'est le flou total. Alors cela ne donne plus pas raison à l'opposition qui jusque-là a dénoncé la manière dont le dossier pétrole est géré au Sénégal. L'opposition parle même de bradage de nos ressources pétrolières et gazières. Bon, je ne sais pas si l'opposition a raison ou a tort, parce qu'actuellement avec le pétrole, c'est le jeu des lobbies. Et les lobbies, on le défend aussi bien au niveau du pouvoir qu'au niveau de l'opposition. Dans les pays sous-développés, ces lobbies-là créent même des partis. Donc c'est pour cela que je vais être extrêmement prudent par rapport à ce dossier-là. Prudent par rapport à ce dossier-là, mais là, vous ne pouvez pas être prudent par rapport au limogeage du ministre de l'Énergie. Est-ce que ce limogeage-là ne va-t-il pas créer ou s'aimer le doute dans l'esprit des Sénégalais? Je crois que le doute est dans l'esprit des Sénégalais. Dès lors que ce n'est pas clair dès le départ, dès lors que les Sénégalais ne détiennent pas toutes les informations, le doute ne peut ne pas être là. Vous, en tant que membre de la moisse présidentielle, vous devez en savoir quelque chose. Bon, en fait, le limogeage d'un ministre, je crois que ça, c'est de l'événementiel. Moi, je vais aller au-delà de l'événementiel. Quand les principes de base sont violés, ça peut générer beaucoup de choses, comme la démission d'un ministre, mais aussi pire, comme une exploitation. Nous connaissons des problèmes. Je crois qu'un parti, c'est comme un organisme humain. Les problèmes ne peuvent pas manquer. Mais je crois aussi qu'avec maintenant Benno Bokk Yakaar, c'est de plus en plus difficile. Et je crois que c'est plus lié à la nature de l'allié principal qui gère le pouvoir. Je crois que des alliés doivent se renforcer mutuellement. Les alliés ne doivent pas s'auto-détruire. Et là, je crois que ce n'est pas là, en fait, le bon comportement que nous avons, c'est-à-dire des alliés qui se soutiennent, qui s'appuient mutuellement. Deuxièmement aussi, il n'y a pas de règle d'alliance. Quand on parle d'alliance, je crois que c'est d'abord des espaces de dialogue, des espaces de discussion, des espaces de partage. Ce qui est fait doit être, en tout cas politiquement, discuté pour que vraiment tous les acteurs de cette alliance puissent parler de la même voix. Mais en fait, si c'est décidé ailleurs, les autres n'ont qu'à suivre. Je crois que dans les partis, tous les militants ne se comportent pas de la même manière. Et c'est à la source de difficultés. Vous parlez de coq en jambe ou bien des pots de banane que vous glissez peut-être l'allié principal? Oui, ça, moi je le dis, je l'ai toujours dit. Je crois que c'est une tactique de l'allié principal qui croit pouvoir vraiment grignoter partout au niveau de l'opposition, mais aussi au niveau de ses alliés pour s'agrandir. Maintenant, quand ce parti-là s'agrandit, vous voyez aussi ce que ça produit. Ce sont des réunions avec des chaises qui s'envolent, des bancs qui s'envolent, des insultes, etc. Donc je crois que c'est le mélo total. Donc il y a une sorte de malaise au sein de Benno Bokk Yakaar. C'est un malaise au sein du pays. En général, maintenant, Benno Bokk Yakaar n'a pas existé en tant que coalition. C'est-à-dire, quand je dis que Benno Bokk Yakaar n'a pas existé en tant que coalition, c'est-à-dire les organes ne sont pas bien définis, bien déterminés du sommet à la base. Il n'y a pas aussi des procédures qui régissent l'envie de vivre ensemble. C'est-à-dire, comment nous allons être, quels sont les espaces de discussion, quels sont les espaces de dialogue, sur les actes politiques que nous allons poser, mais aussi sur les actes de gestion de l'État que nous allons poser. Je crois que le niveau de décision est là-bas et les partis sont de l'autre côté. Suivez et taisez-vous. Tout le monde ne peut pas l'accepter. Ça ne peut pas, comme je dis tout à l'heure, ça ne peut pas ne pas générer des difficultés. Et pourtant, la coalition résiste autant. Hein? La coalition résiste autant, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je vous donne le cas du Mali. Au Mali, ils étaient arrivés à regrouper l'ensemble des partis politiques. Un jour, ça a fait paf. Parce que toute chose connaît forcément une fin. Mais quelle fin? Si on regroupe tout le monde de cette manière, un jour ou l'autre, ça va faire paf. Et ça sera inévitable. Et pourtant, vous, au niveau de la LD, vous êtes cité parmi ce que certains appellent le Benno des 5. Le Benno des 5, je veux dire l'APR, le PS, l'AFP, la LD et le PIT. Donc, vous devez être bien servi. Je crois que la politique, quand j'entends ce mot-là servi, ça vous donne quelques frissons et j'ai un peu mal. On ne fait pas de la politique pour être suivi. Moi, je veux continuer à faire la politique pour les raisons pour lesquelles j'étais entré en politique. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, des actes
qui transforment radicalement la vie de mes concitoyens sont posées. Je crois que c'est ça la base, c'est ça le fondement. Et il faut discuter au sein de la coalition pour poser pour mettre en place un plan de développement crédible et inclusif qui emporte l'adhésion non seulement des partis de Benno Bokk Yakaar, des partis politiques, mais de tous les concitoyens sénégalais en général. Mais récemment, le chef de l'État a convoqué tous les leaders de Benno Bokk Yakaar dans un hôtel de la place pour discuter. C'est un grand show. Voilà, c'était un show pour vous? C'est un grand show. Pourquoi? En fait, il n'y avait pas de discussion. Le président a introduit, il a passé la parole au président de l'Assemblée nationale et les leaders de sous-coalition ont parlé, plus que quelques leaders, la séance est levée. Donc, ce n'était pas un espace de discussion ou de dialogue. Mais peut-être qu'avant les investitures, il doit y avoir dialogue entre les différentes composantes de Benno Bokk Yakaar et le chef de l'État. En tout cas, jusque-là, je ne vois pas d'espace de dialogue qui est défini. Et pourtant, vous avez décidé d'aller aux législatives avec la coalition Benno Bokk Yakaar, ou bien pour parler court, vous avez décidé de partir avec le chef de l'État. Effectivement, notre bureau politique a décidé de nouer alliance avec Benno Bokk Yakaar. Des négociateurs ont été désignés au sein de notre parti. Et je crois que si ce pool de négociateurs trouve des interlocuteurs en face, ils négocieront. Maintenant, nous avons convoqué un autre bureau politique le 20. Les résultats nous seront fournis. Est-ce que vous avez une idée du nombre de députés que vous voulez avoir au sein de cette coalition-là? Je crois que c'est une question assez simple. La LD est tantôt allée encore à la défense du pays, du pétrole, comme une mauvaise utilisation aussi des produits générés par ce pétrole-là. Et ça, c'est beaucoup plus grave que le limogeage d'un ministre. Mais ne pensez-vous pas que l'État du Sénégal devait procéder à un appel d'offres pour savoir ou bien pour avoir le mieux-disant dans cette affaire-là? Tout ça, c'est la transparence. Quand il y a transparence, c'est des organes de gestion qui sont désignés de manière claire. La transparence, c'est des procédures aussi claires. Mais aujourd'hui, personne ne peut te dire comment les organes qui gèrent le pétrole sont désignés. Personne ne peut te dire quelles sont les procédures de gestion de ce pétrole-là. Et ce que l'on appelle la non-transparence qui peut générer une catastrophe. Et pourtant, on avait mis sur place la Corse Gaz, c'est-à-dire la commission qui devait charger de gérer tout ce pétrole-là. Oh, la commission là, c'est la commission du président de la République avec ses hommes. Je regrette. Ah bon. Donc c'est le flou total autour de la gestion du pétrole, comme le dit l'opposition. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant, l'opposition le dit en bonne foi. Ou bien, c'est d'autres lobbies qui sont défendus. Parce qu'en fait, il y avait Cosmos, Petrotim. Et maintenant, on disait que d'autres producteurs avaient des défenseurs dans le système. Total est là. On verra, est-ce que tous continueront à parler? On verra. Alors là, d'aucuns même parle d'une sorte de recolonisation avec l'arrivée en masse au Sénégal des filiales françaises. Non, ce n'est pas une sorte de recolonisation, c'est une recolonisation totale. Les banques appartiennent à l'étranger, les routes avec l'autoroute à péage appartiennent à l'étranger, l'exploitation du carburant a toujours appartenu à l'étranger avec la présence des firmes, et même l'étranger est en train de pénétrer le milieu scolaire sénégalais avec la vente du groupe ISM. Donc c'est une recolonisation totale de nos pays. Je crois que ce n'est pas une sorte. Il faut appeler un chat par un chat. Nous avons perdu notre indépendance depuis très longtemps. Et tout cela au grand dam du peuple sénégalais. Effectivement. Alors nous allons avancer donc pour parler donc du processus électoral. Vous êtes membre de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar. Alors une mouvance qui connaît beaucoup de remous, hein, comme vous êtes de la LD. Alors à l'image de beaucoup de partis qui sont membres de cette mouvance-là, comme je vais citer le PS, je vais citer l'AFP, je vais citer d'autres partis comme la LD, alors connaissent des problèmes. Alors cela est dû à quoi? Bon, en fait,